Did you fuck me? What? La dernière saison des Boys est terminée et laissera un mauvais goût dans la bouche, mais aussi pas mal d'incohérences. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La fin de la saison 5 des Boys semble conclure l'histoire de façon satisfaisante. Billy Butcher tue le protecteur, mais Huey est contraint de tuer Butcher lorsqu'il menace de commettre un génocide contre tous les super. Mort et destruction sont omniprésentes, mais l'espoir renaît avec Huey et Annie qui attendent un enfant. Avec autant de personnages et d'intrigues développées au fil des années, le final de la série tente de tout conclure en beauté, mais de nombreuses questions restent sans réponse concernant la série. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Il est possible que la sortie de Voight Rising apporte des réponses, mais il est probable que nous devions combler les lacunes par nous-mêmes. Une question sans réponse est une chose. Réaliser le nombre de contradictions présentes dans cette dernière saison, qui risque de nuire à votre plaisir si vous la revoyez, en est une autre. La saison 5 comporte de véritables incohérences scénaristiques. Certaines sont tout simplement illogiques, tandis que d'autres contredisent des éléments établis des saisons précédentes. Il est difficile de créer un final satisfaisant, mais tout showrunner devrait au moins s'efforcer d'éviter des incohérences aussi flagrantes. Pour que le protecteur obtienne le V1, le petit soldat doit le lui remettre. Il justifie sa démarche, malgré sa haine apparente pour le protecteur, en expliquant que Stormfront aimait le protecteur et voulait qu'il devienne le meilleur super possible. Il insiste sur le fait que Stormfront était son grand amour et qu'il ne remet donc pas le V1 au protecteur, mais à elle. Ce revirement de situation serait logique si le petit soldat n'avait pas passé une bonne partie de la saison 3 à parler de son amour pour la Comtesse Rouge. Durant cette saison, il semblait que la Comtesse Rouge était son grand amour, mais soudain, il se retrouve en couple avec Stormfront. Il mentionne que Liberty, le nom de Stormfront dans les années 50, et lui étaient membres fondateurs d'Erogasm, mais leur relation ne semble jamais avoir été sérieuse. Mais maintenant, toute l'intrigue de la saison 5 repose sur l'amour fou que le petit soldat porte à Stormfront depuis toutes ces années. La meilleure explication serait qu'il aimait Stormfront dans les années 50, puis qu'il a eu une relation avec la Comtesse Rouge dans les années 80, lorsqu'il faisait partie du groupe de super-héros Payback. Mais on a l'impression que les scénaristes ont réécrit la relation du petit soldat avec Stormfront pour justifier ses agissements. La saison 5 sert en quelque sorte de pilote déguisé pour Voight Rising et on espère donc découvrir la nature de la relation entre lui et Stormfront dans cette série préquelle. Dans le final, l'homme-poisson connaît sans doute la mort la plus appropriée. Dans l'épisode précédent, il est accusé d'être responsable d'une marée noire, ce qui provoque la colère de toute la faune marine. Un requin l'avertit que s'il retourne un jour dans la mer, ils le tueront tous. C'est précisément ce qui se produit dans le dernier épisode. Annie l'envoie dans la mer et une horde de créatures marines se jette sur lui. Mais il y a un problème avec cette séquence. Les Boys rencontrent l'homme-poisson à la Maison Blanche et Annie poursuit son combat ailleurs pendant que les autres se dirigent vers le protecteur. Annie et l'homme-poisson atterrissent sur la plage, un lieu de combat plutôt étrange, car Annie ignore qu'il a provoqué la colère de toute la faune marine. Pourquoi l'affronter sur son propre terrain, où il pourrait appeler à la rescousse une multitude de créatures? Bien sûr, aucune de ces créatures ne lui viendra en aide, mais Annie l'ignore. Elle semble ignorer qu'en d'autres circonstances, elle aurait donné un avantage considérable à l'homme-poisson. C'est sans doute pour cela qu'elle paraît si désemparée lorsque les créatures marines le tuent. Elle n'a même pas réalisé ce qu'elle faisait en le projetant au large. Et même si elle aurait voulu l'éloigner de la Maison Blanche, purée, va dans une forêt. L'incohérence des pouvoirs est le cauchemar de tout fan de super-héros. Pour les néophytes, il s'agit de la capacité du public à se faire une idée précise des pouvoirs et de la force d'un personnage. Si un personnage accomplit un exploit dans une scène, puis se retrouve incapable de le reproduire dans la suivante sans explication logique, c'est une monumentale erreur. Le protecteur en est une victime flagrante, car ses capacités varient énormément d'une scène à l'autre. Dans le dernier épisode, il envoie Gunther Van Ellis dans l'espace en un clin d'œil, mais lors de son combat contre Butcher, il tente de s'envoler, mais Butcher le rattrape avec ses tentacules. Ces tentacules n'auraient pas dû avoir la moindre chance, car on a déjà vu à quelle vitesse le protecteur peut décoller. Et puis, il y a le problème des yeux laser. Dans un épisode précédent, il tranche Kimiko en deux avec ses lasers. Mais lors du combat dans le bureau ovale, il utilise ses lasers sur Kimiko et ils ne font que la repousser au lieu de la couper en deux. Il est tout puissant lorsque la série veut le présenter comme terrifiant. Mais lorsqu'il affronte les personnages principaux, il devient soudainement beaucoup plus faible afin de recevoir le sort qu'il mérite. Une autre intrigue, apparemment oubliée, concerne le V temporaire. Plus tôt dans la série,
Butcher et Yui prennent du V temporaire pour obtenir des super pouvoirs pendant 24 heures. C'est très pratique pour rétablir l'équilibre des forces face aux super, et le petit soldat et Butcher suffisent à vaincre le protecteur dans l'épisode Hérogasme. Certes, le temporaire a un effet secondaire terrible, il tue l'utilisateur après 3 à 5 doses. Il vaut donc mieux ne pas s'y habituer, mais lors du combat final contre le protecteur, il serait vraiment utile. Même si Vought a suspendu la production du temporaire, Sister Sage devrait être assez intelligente pour trouver un moyen d'en fabriquer davantage, ou au moins d'en trouver dans un entrepôt. Parce que s'il reste du V1 après toutes ces années, pourquoi ne resterait-il pas du temporaire? Yui a utilisé le temporaire 4 fois, il ne devrait donc plus en prendre. Mais qu'est-ce qui empêcherait l'équipe d'en proposer une seule fois à ceux qui partagent leur cause, justement avant l'affrontement final avec le protecteur? Comme par exemple la crème. Butcher et Ryan parviennent à l'appréhender. Cependant, Butcher ignorait la présence de Ryan. C'était donc un pur coup de chance. Avoir par exemple 10 super-héros, même un de plus supplémentaire à disposition pendant 24 heures, aurait été un atout considérable lors de l'affrontement final, et tout le monde semble oublier l'existence du V temporaire. Dans l'ensemble, tout semble aller pour le mieux dans le final de la saison 5. Après tout, le protecteur est mort, mais n'était pas la seule menace dans l'univers des Boys. On constate dans la saison 4 et la saison 2 de Gen V qu'un fossé immense s'est creusé entre les super et les humains. Gen V montre comment ces derniers sont discriminés à l'université Godokin, et il est peu probable que ce problème disparaisse avec la mort du protecteur. Lors de leur confrontation finale, Butcher confie même à Yui qu'il doit libérer le virus des super car quelqu'un d'autre prendra inévitablement la place du protecteur. Certes, il est humilié en direct à la télévision nationale, privé de ses pouvoirs et contraint de ramper aux pieds de Butcher avant de mourir. Mais le premier épisode de la saison 5 voit le protecteur et Vought affirmer que la fameuse vidéo du vol 37 était une création à base d'IA. Qu'est-ce qui les empêchera de prétendre que la mort du protecteur était aussi une mise en scène par IA pour préserver son image et le renforcer en tant que symbole de la suprématie des super-héros? C'est sans doute le plus gros problème de la saison 5. La série est devenue beaucoup trop repliée sur elle-même. On a à peine aperçu l'Amérique dans son ensemble, se concentrant uniquement sur les Boys et le protecteur, dans leur univers clos. Elle perd ainsi toute dimension critique, et maintenant on est censé croire que les États-Unis vont retrouver leur cours normal après tout ce qu'il leur a fait subir. C'est même étrange que Stella puisse se permettre un travail normal et se montrer en public, vu le nombre de fans du protecteur qui la voulaient morte. Mais on n'est probablement pas censé y penser, juste se réjouir que le méchant soit parti. L'arrivée de Sister Sage dans la série a commencé par la prise de contrôle de Vought grâce à ses manœuvres en coulisses. Elle pensait pouvoir manipuler le protecteur et conserver sa position dominante, mais son plan a rapidement échoué. Il a décidé de devenir tout puissant et Sister Sage était impuissante. Si cette super narcissique et imbuvable ne recevait d'ordre de personne, comment a-t-elle pu échouer aussi lamentablement? L'épisode 5 de la saison 5 a révélé que son plan machiavélique consistait depuis le début à laisser le monde s'effondrer pendant qu'elle se terrorait dans un bunker à lire des livres jusqu'à la fin de ses jours. Fonder tout son plan sur la haine du petit soldat envers le protecteur s'est retourné contre elle de façon spectaculaire lorsque le père a donné le V1 à son fils. Un regard de choc et une explication sur l'illogisme de l'amour, voilà tout ce qu'on a eu pour comprendre ce moment. Comment la personne la plus intelligente au monde a-t-elle pu se passer de plans de secours, ou même d'une sécurité supplémentaire pour un plan aussi important à ses yeux? Peut-être que l'arrogance liée à son intelligence lui est montée à la tête, la persuadant que tout se déroulerait comme prévu. Le plus drôle, c'est que les choses ne se sont pas passées comme prévu, et elle continue de les ignorer. Elle a constamment sous-estimé le protecteur et a exagéré son rôle au point de créer d'importantes incohérences dans l'intrigue. Dans l'épisode 7 de la saison 5, on voit un Français désabusé implorer de l'aide, et elle est bouleversée, elle ne comprend pas les mécanismes de l'amour. Après une simple conversation sur Love Island et sa grand-mère, elle semble comprendre les sentiments profonds que le Français éprouve pour Kimiko et décide de l'aider. Le showrunner Eric Ripke a déclaré à propos de son personnage, elle a été sincèrement touchée par le fait que le Français ne veuille pas laisser Kimiko mourir. Elle a globalement baissé les bras. Je ne pense pas qu'elle travaille sur un nouveau plan. Elle en avait un et ça a complètement foiré. Maintenant, elle se contente de regarder Love Island en boucle et de penser ses plaies. Mais elle fait bien quelque chose pour Kimiko d'après les conversations qu'on a vues dans cet épisode. Les propos de Kripke, qui affirme ne pas croire qu'elle travaille sur un nouveau plan, ne font que souligner la frustration liée à son évolution. Ces incohérences scénaristiques sont un thème récurrent de cette saison, la rendant superflue. Son utilité se limite à faire les calculs pour donner à Kimiko le même pouvoir que le petit soldat. La mort de A-Train, cette saison, était excellente. Son parcours était parfaitement bouclé. La mort de Firecracker était soudaine et brutale, et son histoire finale était remarquable. Mais même si A-Train a fini par rejoindre les Boys, il n'était pas vraiment l'un des leurs.
Et Firecracker non plus, bien au contraire. La crème, le français Kimiko, Yui, Stella, Butcher s'en sont quand même bien sortis. 4 d'entre eux sont encore en pleine forme, et avec tout ce qui s'est passé, et même si le français et Butcher sont morts, ils auraient sans doute dû avoir au moins un membre de l'équipe qui se blesse gravement, ou qui perd un bras, comme dans les comics. Mais même sans tenir compte des décès, les boys donnent rarement l'impression d'être en réel danger. Le moment où on s'en est le plus approché, c'est la scène de Fort Harmony. Mais même là, le protecteur et le petit soldat étaient presque défigurants. S'échapper de l'endroit a été assez facile. La moitié de l'équipe n'a même pas de super pouvoir, mais à chaque fois qu'ils sont confrontés à la mort ou à la capture, ils s'en sortent presque indemnes. Cela maintient l'enjeu à un niveau bas alors qu'il devrait être crucial. Cette saison s'est avérée plutôt fade et dépourvue de l'attention qu'on attendrait d'un final. Nous devrions craindre pour la vie de ces personnages, nous devrions craindre qu'ils ne meurent tous, même s'ils ne meurent pas tous. Et finalement, ils semblent pouvoir se sortir de n'importe quelle situation délicate sans même y penser. Ce sont des incohérences qui font mal à la dernière saison de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une incohérence de plus? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.